Euh, Marc Meunier, je rappelle que vous êtes le DRH de l'ARAM. D'abord, je crois que vous avez envie de réagir sur le propos de Marie-Claire Carrerger sur les projections de transformation des métiers, de vos métiers. On rappelle que vous êtes, vous, sur l'aide aux handicapés moteurs. Oui, je voudrais juste apporter un complément, modeste complément. Par rapport à l'accès à l'emploi qui est favorisé dans le milieu du travail protégé, hein, puisque nous avons, je ne sais pas si ça marche, non si. Nous avons donc des ESAT, hein, des entreprises de travail qui emploient des travailleurs handicapés, également des entreprises adaptées aussi, hein, qui emploient des salariés en situation de handicap. Et ce sont vraiment des tremplins entre le monde du handicap et puis le monde du travail dit ordinaire. Et la numérisation, la robotique, l'informatisation a beaucoup apporté, hein, dans ces domaines-là pour permettre justement un meilleur accès à l'emploi. J'en veux pour preuve dans notre établissement, notre ESAT, la PAO, hein, la publication assistée par ordinateur, qui nous permet à des travailleurs handicapés qui sont en fauteuil d'être en écran et de pouvoir composer des affiches, composer des journaux, etc. Et tout. J'en veux pour preuve aussi la numérisation de documents. On travaille avec une banque qui est d'ailleurs dans le milieu coopératif et qui nous donne des documents, tous les dossiers du personnel, dossiers aussi des clients à numériser. Et ça, c'est aussi une approche. Et on peut imaginer aussi que des personnes handicapées soient dans le milieu ordinaire et fassent ce travail-là aussi. Donc, je voulais aussi rebondir, compléter, je pense, dans ce domaine. Donc, vous apportez de l'eau au moulin, l'idée qu'il y a des gisements... Oui. Et pour un meunier, c'est vrai que c'est... Oui, c'était pas voulu. C'est très bon. Merci, désolé. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, vous êtes le DRH de la structure, mais la structure n'avait pas de DRH auparavant. Ce n'est pas tout à fait anodin d'aller chercher la compétence du DRH. C'était quoi? Il y avait des enjeux, il y avait des problèmes d'organisation? Dans quel contexte? Je crois que notre ministre lisait tout ce matin, on est vraiment maintenant dans des associations qui sont des petites entreprises, hein, des PME. On arrive à 300 salariés. On ne pouvait plus gérer cette association comme une petite association de quartier. Et il fallait absolument, surtout qu'on est régional, développer un petit peu, ce qui était des gros mots à l'époque, hein, mais le côté financier, le côté ressources humaines, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir, moi venant de l'industrie, pouvoir apporter ma connaissance dans ce domaine-là et pouvoir ce poste-là sur l'association. Et vous en êtes où aujourd'hui de la structuration des ressources humaines de l'ARAM? Donc il y a vraiment une reconnaissance aujourd'hui de la partie RH, ça c'est clair. L'avantage que j'ai... Ça n'a peut-être pas été évident au départ quand on voit arriver un DRH. Comment est-ce que c'est vécu? C'est vécu. Alors, au niveau partenaires sociaux, c'est vrai que vous voyez un petit peu un mauvais œil, effectivement, de mettre en place des entretiens d'évaluation, des fiches d'emploi, des choses comme ça, qui étaient un peu des gros mots pour eux. Et c'est vrai qu'en travaillant, hein, en équipe avec eux, et en développant le dialogue social, sachant que, venant de l'industrie, c'est vrai que les syndicats dans le monde du médico-social, on peut dire qu'ils sont plus gentils, on va dire, dans le domaine-là, et beaucoup plus réceptifs aussi. Et en tout cas, ils étaient très, très partants. Et pas au début, mais avec du temps. Enfin, il faut du temps, en fait, quoi. Prendre beaucoup de temps, d'explications. Et puis, on y arrive, et les salariés également. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est rentré dans les mœurs. On vient de signer là un accord GPEC qui a été signé par les deux syndicats, CGT et CFDT. Donc, en termes de structuration, c'est une étape importante. C'est quoi en termes de vos enjeux, en termes de recrutement? Vous êtes... les perspectives. Alors, en recrutement, on a principalement des remplacements de personnes qui partent en départ en retraite ou qui démissionnent ou qui ont ou inaptitude également, puisque notre métier, c'est quand même assez dur aussi, le handicap moteur. On a beaucoup de stagiaires chez nous, on a beaucoup d'emplois aidés également, qui sont en fait des viviers pour les futurs recrutements. Et c'est dans ce vivier-là qu'on puise en premier ces personnes qu'on a nous-mêmes formées finalement. Vous avez des enjeux sur le paramédical aussi, je crois. Oui, on a à peu près 35% de la population simple. qui est effectivement dans le paramédical. Donc kiné, ergo, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, toute la panoplie paramédicale, avec la proximité aussi de l'Allemagne et de la Suisse, avec bien sûr des salaires qui ne sont pas du tout la même chose que dans notre convention 66, et des paramédicaux aussi qui vont aussi
quand on est jeune aussi, qui vont beaucoup vers le libéral. Et là, on n'est pas du tout non plus concurrentiel. Et c'est vrai que cette réforme de la convention collective 66 pourra un petit peu aussi nous apporter, je pense, des possibilités de meilleur accueil, sachant que le domaine médico-social et en particulier le handicap moteur attire quand même les jeunes parce que c'est quand même un domaine qui est porteur pour eux et qui n'apprennent pas beaucoup à l'école, qui découvrent et c'est très attirant pour eux. Donc vous disiez d'ailleurs, vous me racontiez, on les a beaucoup en début de carrière, ils viennent faire quelques années chez nous et après ils partent. Oui, fatalement, ils font du mi-temps libéral et puis après du mi-temps complet après. Oui. Alors vous aussi, vous débordez de projets, vous avez des projets de nouvelles activités, on peut peut-être en dire deux mots. Oui. Racontez-moi de quoi il s'agit. On a donc notre fameux ESAT qu'on va développer, de passer de 50 à 70 travailleurs handicapés, on espère à 80 si on a les accords de notre ARS, qui est notre tuteur. Et alors c'est intéressant aussi parce que nous avons par exemple mettre en place des salles de formation avec visioconférence, numérique Merci le numérique. Voilà. Et ce sont les travailleurs handicapés qui vont gérer ces salles de formation, qui vont gérer aussi ces vidéoconférences par exemple. Donc ce sera encore des métiers qu'on va pouvoir développer. On va développer aussi un cybercafé dans le quartier, enfin dans cet ESAT, qui va permettre aux gens du quartier de pouvoir venir et de se former à l'informatique par les travailleurs handicapés. Donc encore une fois là, on est en plein dans le numérique. Et je fais le parallèle avec l'expérience de Slimane. Ça peut paraître anodin cette histoire de cybercafé, mais il y a une volonté d'apporter à son territoire qui n'est pas tout à fait anodin. Oui, tout à fait, oui. Et on a en plus un partenariat avec la ville de Dielkirch qui nous dit, en gros, on vous donne le terrain et en contrepartie, vous développez aussi des choses pour le quartier, qui sont les quartiers du Neuf, qui sont les quartiers des fois qui ne sont pas forcément bien vus. On a déjà entendu parler. Bien sûr. Malheureusement dans les Nouvel An, etc. Mais c'est vrai que ça se développe beaucoup et on a un quartier qui devient de plus en plus agréable. Sur le plan financier, sur le plan économique, vous en êtes où? Est-ce que la situation est tendue? Est-ce qu'il y a... je ne veux pas vous faire pleurer, surtout après la défaite du PSG. La quoi? On m'a dit qu'on n'en parlait pas. La victoire du Barça, pardon. Voilà. Bien joué, Pauline. Donc, il faut être clair, on a quand même des budgets contraints. On est donc contraint par les budgets de l'ARS, donc sécurité sociale. On a aussi le conseil départemental également pour la partie foyer. On a aussi beaucoup d'injonctions paradoxales. J'en mettrai une en avant, par exemple. On nous dit on vous donne un agrément pour polyhandicap. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont pris en charge 200 jours par an, parce qu'on est fermé pendant les vacances scolaires, par exemple. Demain, on vous donne l'agrément pour ouvrir 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, mais avec budget constant. ISOCO. Enfin, ISO-financement. Voilà. C'est donc pas ISOCO. C'est toujours un peu compliqué. Et on a aussi un développement d'un nouveau foyer également. Et pareil aussi, on nous dit, vous sortez 40 jeunes plus de 20 ans de notre institution. Vous pouvez les placer en foyer. Mais avec aussi budget constant également. Alors que là, on passe également de 200 jours à 365 jours par an. Ouais. La diversification d'activités, d'ailleurs, c'est de nature à vous donner d'autres moyens ou on n'est pas sur cet ordre-là? Financièrement, ça peut... ou c'est vraiment à la marge? Alors, après, on fait des appels à projets. C'est vrai qu'on peut aussi nous susurrer à l'ARS des projets comme l'autisme, par exemple, développer une section, par exemple, dédiée à l'autisme. Et là, du coup, on pourrait avoir effectivement un financement particulier et puis aussi des embauches aussi par rapport à un secteur particulier aussi. Donc, je ne sais pas si c'est votre question, mais effectivement, c'est des choses qu'on développe actuellement. Et comme maintenant, on s'appelle association régionale, on peut imaginer qu'on soit régional Grand Est et développer aussi des reprises, par exemple, d'associations dans la grande région.